Et bienvenue dans la totale dimanche. Voici le sommaire. Donc, confraternellement, une problématique, l'impossible consensus politique sur la deuxième vague de contamination au coronavirus. L'opposition accuse l'État d'être responsable du relâchement des populations. Discorde également à propos de la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. Le journaliste et directeur de publication de Réumé Côté. L'Organisation mondiale de la santé serait-elle dépassée par la course effrénée au remède miracle? La position de l'Afrique face aux enjeux économiques du vaccin à suivre. Le dossier écho de Mamadou Gaïkassé. Bouillon Culture nous révèle que le Sénégal ne dispose pas d'une industrie culturelle. Il s'agit d'un concept qui trouve un nouvel essor dans un monde qui bouge. Focus sur les défis culturels auxquels notre pays est confronté. Ailleurs A nous emmène à Kolda. Le thème du jour, la mendicité, une équation toujours aussi complexe malgré la pléthore d'efforts consentis dans la lutte contre le phénomène. Hommage à Cherngay Doba, décédé il y a une semaine dans Tranche de vie. Adam Assar va justement nous montrer l'œuvre du défunt cinéaste dans le cinéma africain. Et puis les roses, symbole de la vie, de l'amour, de la dévotion ou encore de la beauté. C'est un emblème américain et les rosiers sont cultivés dans les 50 États des États-Unis. Et Kessendour nous parlera de cette plante justement. Et comme tous les dimanches, Nancy Diouf sera avec nous en fin de magazine pour le conseil du jour afin de nous permettre à tous de débuter cette nouvelle semaine. Bienvenue. La nouvelle vague de contamination au coronavirus, visiblement plus dangereuse et si sous-estimée. C'est un constat confirmé par des observateurs. Le couvre-feu décrété à Thiès et à Dakar fait toujours polémique au moment où d'autres régions comme Saint-Louis, Diourbel ou encore Kaolack comptabilisent un taux de contamination quotidien non négligeable. Le journaliste et analyste politique Bakary Domingo Mané explique la réticence des Sénégalais par un manque de poigne de l'État du Sénégal. Et voici le dossier réalisé par Abdourahmane Di avec Séléman Diallo. C'est un constat inquiétant qui pousse le Comité national de gestion des épidémies à conseiller au chef de l'État de décréter l'état d'urgence assorti de couvre-feu dans les régions de Dakar et Thiès. Sur les 20 000 cas comptabilisés durant cette période, les 90% sont issus de ces régions, indique ce membre du comité multisectoriel. Pour juguler la circulation du virus, il fallait impérativement réagir. Donc nous l'avons conseillé sur la base d'arguments scientifiques. Et on a vu qu'effectivement sur 20 000 cas positifs, pratiquement les 16 000 ou les 18 000 revenaient à ces deux régions, que sont Dakar et Thiès. Mais également près de 65 à 70% des cas issus de la transmission communautaire. Donc il fallait prendre des mesures par rapport à ces deux régions. Et nous pensons effectivement que si ces mesures sont très bien suivies, peuvent porter vraiment leurs fruits, c'est-à-dire les résultats escomptés. Des mesures, barrières qui ne semblent pas faire l'unanimité. Le chef suprême des armées est le premier à les enfreindre, rappelle ce journaliste politique. Comment, avec sa tournée économique, où des gens ont convergé, sans compter d'autres responsables politiques, notamment les ministres, n'est-ce pas, qui allaient dans leur base et organiser vraiment, disons, des rassemblements. Donc, quand vous posez des actes communicationnels, évidemment, ce qui est important, au-delà du message, c'est vraiment ce que vous faites. Donc, vous devez servir d'exemple. Et malheureusement, nos gouvernants n'ont pas servi d'exemple sur ce cas précis. La population suit l'exemple, semble-t-il. Conséquence, au-delà des régions de Dakar et Thiès, les régions de Diourbel, Kaolack et Saint-Louis enregistrent des nombres de cas inquiétants. Donc, il faudrait peut-être penser quand même à voir s'il y a lieu d'élargir ces mesures au niveau de ces régions, ou bien s'il y a lieu de mettre d'autres mesures au niveau. Je pense que c'est des idées, mais tout compte fait, comme je le dis souvent, il faut laisser le temps aux techniciens quand même d'évaluer, de voir les stratégies avant de conseiller vraiment des mesures. Du temps, le chef de l'État ne semble pas en avoir. Des mesures, il les a déjà prises.
Modification de la loi 69-29 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Si aux yeux de certains cette loi est modifiée pour des raisons purement politiciennes, ce journaliste et analyste politique estime qu'il n'en est rien. Cette loi permet, ne serait-ce qu'en laps de temps, au président de la République de ne pas venir à l'Assemblée demander, disons, la caution, n'est-ce pas, des députés. Et pendant ces 1 mois de renouvelable, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il est question, n'est-ce pas, de catastrophes naturelles. Il ne peut pas, disons, transformer des questions politiques en catastrophes naturelles. Et c'est pourquoi moi, je me demande pourquoi des gens sont frileux à ce point en pensant qu'il va passer par là pour vraiment faire n'importe quoi. Je ne le pense pas. La sensibilisation puis la répression, c'est ce qu'il préconise. Bakary Domingo Mané considère que la force légale doit pouvoir entrer en jeu afin de se débarrasser définitivement du virus qui infecte tous les secteurs. Merci beaucoup Abdourahmane. Alors notre invité dans Confraternellement ce soir, Hassan Samb, journaliste et directeur de publication de Rewmi Quotidien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors d'abord, la presse sénégalaise est en deuil avec le décès de Jean Meïssa Diop qui nous a quittés aujourd'hui. Vous l'avez connu et côtoyé? Absolument, absolument. Jean Meïssa, un grand monument de la presse sénégalaise qui vient de nous quitter malheureusement. Je m'incline devant sa mémoire et présente mes condoléances à toute la nation, notamment à sa famille biologique, mais aussi à toute la famille de la presse. Parce que c'était un grand homme. Depuis Afrique Nouvelle, c'était déjà dans les années 70-80, qui était le seul hebdomadaire qui était d'ailleurs vendu dans le pays, à part Le Soleil, qui était un quotidien que j'avais la chance de lire souvent. Depuis Afrique Nouvelle, il est venu à Walfadjri, après bien sûr au CNRA, il enseigne au CESTI, il a formé aussi beaucoup de journalistes. Aujourd'hui, vraiment, c'est avec bien sûr le corps lourd nous en parlons, parce que qu'il n'était pas certainement si vieux que ça. Peut-être c'est le sort. On l'accepte, hein? On prie pour lui, pour que le bon Dieu l'accepte dans son paradis. Amen. Et toutes nos condoléances également à toute sa famille, à toute la presse sénégalaise. Le sujet du jour, le coronavirus, c'est cette polémique qui est née entre l'opposition et l'État du Sénégal. Cela se joue entre ces deux partis. Et l'opposition accuse l'État du Sénégal d'être responsable du relâchement des populations par rapport à cette deuxième vague de contamination. D'abord, votre analyse en tant que journaliste qui suit de très près ces évolutions. Écoutez, je pense que le relâchement était général, pour ne pas dire généralisé, dû certainement à la baisse drastique des cas de contamination. À un moment donné, on pensait que ça allait finir. Effectivement, il y avait peu de cas et ça affecte tout le monde, hein, aussi bien autorités que population. Vous avez certainement remarqué que l'Assemblée nationale a été particulièrement affectée à un moment donné. Donc, véritablement, c'est de la responsabilité de tout le monde. Évidemment, les autorités ont en charge un peu de veiller sur l'évolution des choses. Donc, par conséquent, à chaque fois, peut-être il faut les indexer, les mettre devant leurs responsabilités. Sur le fait que, bien entendu, tant qu'il y a un seul cas, il faut être vigilant. Et je pense qu'on a lâché un peu prise, on a baissé la garde, et bien entendu, comme dans toute guerre, l'ennemi a pris le dessus, a repris le dessus, et aujourd'hui, avec des ravages. Hein. C'est une responsabilité collective. Collective, disons-le, parce que pour tout État, le fait d'avoir des cas moins importants pousse certainement à une forme d'euphorie. On a parlé de deuxième position parmi les pays qui se sont... Ce qui a d'ailleurs été contesté par la suite. C'est bien entendu, c'est des chiffres comme ça. On a parlé peut-être du second pays qui a mieux géré la Covid, etc. On est tombé dans l'auto-glorification, dans l'auto-satisfaction. Et évidemment, tout le monde a baissé la garde, surtout après le Magal de Touba, vous savez. Donc, comme il n'y avait pas de cas à l'issue du Magal, tout le monde s'est dit, bon, c'est fini le corona. Et d'ailleurs, les gens commençaient à dire autant du corona. Oui, donc on commençait à conjuguer au passé. Et bien entendu, on a baissé la garde. Tout le monde, je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde. Mais on se souvient également, il y a quelques mois, Macky Sall, lorsqu'il levait la majeure partie des mesures de restriction, il avait dit qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus. Est-ce que ce n'est pas quelque part cette fameuse phrase qui nous a conduites là? Bon, écoutez, oui, certainement. Le président, en le disant, ce n'était pas de gaieté de cœur. C'était juste pour dire qu'on était... Vivre avec le virus et tout le monde s'est lâché. Oui, qu'on ne pouvait pas continuer à confiner parce qu'il y avait
les restrictions au niveau des déplacements, surtout interrégions, ça a posé énormément de problèmes aux Sénégalais. Et certainement, notre économie était un peu à genoux. Donc, il fallait un peu revoir un peu la stratégie de confinement et peut-être carrément ouvrir les trucs. D'autant plus qu'il y avait des rébellions au sein des populations. Il ne faut pas oublier que les jeunes sont allés même saccager la mairie de Kermassar. Donc, au niveau de certains imams, de certains guides religieux, on a commencé à résister, à faire des déclarations guerrières. Et donc, quelque part, le président a été obligé un peu de tenir compte du contexte, bien entendu, pour parler de vivre avec le virus. Malheureusement, évidemment, les slogans posent toujours problème parce que ça dépend de l'entendement. Et je pense qu'on a péché par un déficit de communication à la matière sur la COVID parce qu'on ne comprend pas bien le virus. Ensuite, on ne sait pas trop quoi faire. Les gens, dans un premier temps, ils avaient dit d'ailleurs que le masque ne servait à rien. Après, bon, on s'est dit que le masque, c'est la panacée. Tout le monde doit porter le masque. Vous voyez, donc quelque part, il y a beaucoup d'atermoiements et ce qui a posé un problème de compréhension, de perception et surtout peut-être de compréhension de la part de certaines populations. Et il y a eu beaucoup de réticences, certains qui se disaient, bon, de toute façon, la COVID n'existe pas. Et c'est encore pire maintenant. C'est encore pire, d'autant plus que non seulement ils contestent l'existence de la COVID, mais ils contestent également les vaccins, avec toutes ces théories complotistes qu'on entend. Oui, c'est pire. Parce qu'il y a les Sénégalais un peu comme ça. Tant que la chose ne l'affecte pas, bon, ils se disent que bon, c'est peut-être pour les autres, ou bien ça n'existe pas. Et c'est ça aussi le problème de fond auquel nous sommes tous confrontés. Et je pense que ce sera difficile même pour un État comme le nôtre de faire face à cela. Parce que tout simplement, l'autorité de l'État n'est pas de la même manière propagée partout sur le territoire national. Il y a certaines zones où l'autorité de l'État est très faible. Il ne faut pas l'oublier. Et ça pose des problèmes, de gestion même, des stratégies en général. Vous vous rappelez certainement tout récemment la déclaration du calife de Léona, qui était, même si c'était dans un milieu privé, il a parlé de djinns à envoyer au palais, des choses comme ça. Pour vous dire à quel point c'est difficile parfois pour un chef d'État au Sénégal, dans un pays comme le Sénégal, de faire asseoir son autorité un peu partout, même s'il s'agit de bien faire. Il y a une chose, maintenant on ne parle plus d'état d'urgence et de couvre-feu. Maintenant, Macky Sall peut prendre des décisions en lien avec la gestion de la pandémie sans passer par l'Assemblée nationale. Donc, on peut dire qu'il a le plein pouvoir. Maintenant, nous sommes dans un contexte de catastrophe, de gestion des catastrophes naturelles et de crise sanitaire. Oui. Dakar et Thiès sont les deux régions qui sont en alerte, alors que dans une région comme Kaolack, peut-être les cas de contamination commencent sérieusement à inquiéter. Est-ce qu'il ne faudrait pas réajuster ? Oui, à mon avis, oui. Parce que tout de même, cette stratégie de confinement sélectif, à mon avis, pose problème. D'autant plus que Dakar et Thiès, c'est vrai, sont les plus affectés. Mais il y a des villes, et vous avez cité Kaolack, vous avez raison. Il y a Saint-Louis et Diourbel. On va citer Saint-Louis, on va dire Diourbel ou bien simplement Touba, parce que là aussi, il y a beaucoup de cas, véritablement. Et je pense qu'on doit pouvoir élargir cette stratégie-là, faire comme avant. C'est-à-dire essayer de confiner tout le monde à partir de 21h, pourquoi pas, ou bien simplement laisser tomber cette stratégie. Mais on ne peut pas dire ne marche pas. tout le temps, non, parce qu'on ne voit pas une diminution des cas. C'est ça aussi ma préoccupation. Donc c'est une stratégie qui ne marche pas. Peut-être que d'ici quelques jours, on y verra beaucoup mieux, mais c'est une stratégie qui ne me semble pas forcément viable en la matière. Je ne vois pas de résultats. Il y a chaque fois, parmi le taux de contamination, on voit surtout le nombre de morts. Autour de 300, des dizaines de morts, tout ça tourne autour d'une dizaine, ça ne change pas du tout par rapport, alors qu'on est en train d'étouffer une bonne partie de l'économie nationale à Dakar et à Thiès. Donc il faut revoir la stratégie, l'évaluer surtout, et je pense qu'on a un problème d'évaluation. Et chaque fois qu'on met en place une stratégie, il faut l'évaluer et réajuster. Si ça ne marche pas, il faut abandonner. Et aller vers peut-être d'autres stratégies et jouer à fond sur le vaccin aussi. Le protocole de vaccination doit entrer en vigueur rapidement. On va y revenir tout à l'heure, mais face à cette deuxième vague de contamination, il y a certaines figures de l'opposition et même certains membres de la société civile sénégalaise qui estiment que l'État est en train de nous mener tous son bateau. Et pas plus tard que ce matin, devant le jury du dimanche, il y a Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur national de la plateforme Sénégal Avenir Bunubug, a déclaré que l'État a une grande part de responsabilité dans l'explosion des cas. Écoutez, la stratégie de l'opposition, il faut la comprendre. J'ai profité un peu des failles
pour essayer un peu d'inquiéter le régime. Et ça, c'est normal. C'est comme une opposition, c'est le rôle d'une opposition. Parce que le président, depuis quelque temps, est entré dans une forme de communication non verbale qui pose problème. Cette communication non verbale, c'est de distraire un peu les gens sur des emprisonnements, sur la suppression de villes, sur des financements de PASTEF. Vous voyez, ça, c'est des débats. Quand vous avez le temps d'asseoir ce genre de débat-là, les gens ont le sentiment que le danger n'est pas là. Alors qu'il y a un danger, on est confronté à un danger de mort qui est là, qui tue des gens. Et au lieu de se concentrer sur les problèmes essentiels, les gens ouvrent des dossiers de ce genre. Et ça, du point de vue de la communication verbale, c'est très nocif comme impact psychologique. Et l'opposition en profite pour dire que, bon, peut-être ce problème sérieux auquel on est confronté n'intéresse pas vraiment l'État, qui est en train de faire toujours de la politique. Et comme l'État a le temps de faire de la politique, eux aussi, au niveau de l'opposition, ils vont en faire, attaquer l'État sur les points faibles, alors qu'on devrait être solidaire par rapport à cette démarche. Oui, et justement, par rapport à la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège, cette même opposition estime que c'est une stratégie non pas sanitaire, mais politique. Absolument, parce que vous savez, lorsque la pandémie s'est déclarée, au niveau mondial, les observateurs se sont mis à dire c'est là où il y a une autorité de l'État. C'est les États où il y a une autorité, par exemple la Chine, ce sont ces États-là qui ont mieux géré la pandémie. Et bien sûr, les autres États ont compris la leçon, se sont dit, bon, est-ce qu'il ne faut pas renforcer nos pouvoirs pour pouvoir imposer des règles aux gens? C'est un peu le réflexe de Macky. Il s'est dit, je vais essayer de renforcer davantage mon pouvoir. Alors que tout le monde sait qu'il a des super pouvoir déjà. Et ensuite, qu'ils n'avaient pas de problème pour gérer ce genre de situation. Ils ont non seulement créé un troisième régime, mais ils ont activé le décret 72, lorsqu'il s'est agi pour les gouverneurs et autres de mettre des règles. Là aussi, des règles contraignantes, limitation des libertés, en disant que ce décret de 72 peut pallier l'absence de la loi de 72, la loi de 69 qui n'est pas encore réactivée. Il y a un atermoiement juridique extraordinaire que je n'ai jamais observé dans un État. Parce que, ils se sont dit, un mois donné, jusqu'à 20h, on ne savait pas le dimanche s'il y aura couvre-feu ou pas, personne ne savait. Oui. Lorsque le ministre de l'Intérieur est arrivé, il savait qu'il ne pouvait plus appliquer la loi de 109 parce qu'ils ne sont pas partis à l'Assemblée demander une prorogation et que la nouvelle mouture de la loi n'est pas encore il n'y avait pas promulgué, voilà le mot que je cherchais. Il n'y avait pas promulgation, donc forcément on ne pouvait pas appliquer la nouvelle mouture. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent au gouverneur de prendre des arrêtés. Or ces arrêtés, tout le monde sait que c'est illégal. Parce qu'il n'y a pas de base juridique qui permet un peu au gouverneur de le faire. Vous voyez, malgré tout, les gouverneurs le font. Le lendemain mardi, on nous dit, maintenant c'est fini, on a basculé dans le nouveau régime. Or, la nouvelle loi n'était pas encore publiée dans le journal officiel. Et donc, elle n'était pas encore applicable. Vous voyez un peu ces atermoiements. Et bien sûr, si on laisse le président Macky Sall continuer à faire comme ça avec les lois, il risque un jour de nous amener dans une situation très compliquée. Il faudrait bien que les gens, surtout au niveau de l'autorité centrale, apprennent à respecter l'orthodoxie des règles de loi. Aussi bien les lois que les règlements. Savoir les respecter, savoir un peu qu'est-ce que dit la loi et qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'un gouverneur, quand vous lui demandez de faire, le ministre de l'Intérieur lui demande, c'est son supérieur hiérarchique, mais il va le faire. Mais il sait pertinemment que ce n'est pas conforme aux règles. Oui, un autre aspect de la gestion de la deuxième vague de contamination qui suscite beaucoup de controverses, c'est sans doute ces institutions de l'État qui tardent quand même à présenter des justificatifs sur l'utilisation des fonds qui ont été alloués au départ pour la gestion de la pandémie. Oui. Conséquence, le comité de fonds Force Covid-19 peine à boucler son rapport financier. Est-ce que là encore, il s'agit d'un aspect qui ne joue pas justement en faveur de l'État du Sénégal? Oui, parce que c'est 2 poids 2 mesures. On est très sévère quand il s'agit de société civile, on est très sévère quand il s'agit d'opposition. La reddition des comptes concerne ces gens-là. Mais on n'est pas sévère du tout quand il s'agit d'un proche du régime. Et c'est ça le problème de fond que nous avons. Par rapport, je le disais sur un plateau, à un avocat du régime, on a un problème avec l'opportunité des poursuites. C'est-à-dire que le parquet, c'est lui qui contrôle un peu, en rapport avec le procureur général, le procureur de la République, c'est ça qu'on appelle le parquet. En rapport avec le ministère de la Justice maintenant, ils ont le contrôle de l'opportunité des poursuites. Ça veut dire quoi? C'est eux qui décident de la personne à amener en justice et de la personne à ne pas amener en justice. Or, la loi étant générale et impersonnelle, on ne devrait pas faire ce type de choix. Mais aujourd'hui, Macky n'a jamais inquiété quelqu'un proche de lui.
Est-ce qu'il a inquiété une seule personne proche de lui? Malgré le fait que ces gens-là ont été, parmi ces gens ont été inquiétés par les corps de contrôle, les rapports et tout. On a vu... Mais là, il s'agit de la gestion des fonds force Covid-19. Justement, ces fonds-là qu'on a gérés avec qui? Avec Mansour Faye et respect, encore un proche. Il n'a pas été le seul. Oui, parce que si aujourd'hui les dossiers traînent jusqu'ici, c'est parce que la personne est très proche du président de la République. Les gens ne peuvent pas faire grand-chose. Vous voyez un peu le problème. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, il y a pas mal d'autres personnes. Tous les ministères et toutes les autres institutions de l'État ont reçu. Certainement, parce que certainement, ce n'était pas clair. Si c'était clair, la traçabilité, c'est facile. L'administration est rompue à la tâche pour un peu montrer ce qu'ils ont fait, présenter des rapports, ça, c'est rien pour eux. Mais maintenant, si on tarde à le faire, c'est qu'il y a un problème quelque part. On a parlé de 1000 milliards. On veut savoir ce qu'on en a fait. Il faudrait pas qu'il y ait des montages au niveau des finances publiques. On sait un peu comment ça se passe. Les gens travaillent à faire des montages, mais il faut bien qu'ils le justifient correctement. D'autant plus qu'il y a une commission pour cela, une commission pluridisciplinaire avec un général à la tête. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils savent lire un peu les documents comptables. Ils savent vérifier sur le terrain. Et on les attend au tournant. Ça traîne. Depuis lors, on n'a aucun rapport. Et je pense qu'ils devraient pouvoir justifier un peu de la traçabilité des dépenses faites. En tout cas, merci beaucoup Hassan Samb. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication de Rewmi Quotidien à la suite de la Totale. Et cela fait un an que la Terre est bouleversée par un virus invisible, le Covid-19. Et c'est la course effrénée au vaccin universel, le seul remède apparemment contre l'ennemi. Avec ceux dont l'efficacité est prometteuse, plusieurs pays ont démarré leur campagne de vaccination. Et je précise qu'aucun vaccin n'a été jusque-là homologué par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais force est de constater quand même que l'accès au vaccin constitue un problème majeur et surtout économique pour les États africains. Mamadou Gekase s'est intéressé à ce sujet. L'Organisation mondiale de la santé et les grandes puissances ne parlent plus le même langage. Elles sont à couteau tiré. 92% des vaccins disponibles sont entre les mains des 11 pays les plus développés, regrette l'OMS. Une situation qui était pourtant prévisible. Elle a déjà affecté l'initiative COVAX, soutient le coordonnateur national du programme élargi de vaccination. On savait que la production pour 2021 ne suffirait pas à couvrir toute la demande. Et comme vous l'avez dit, les pays développés avaient anticipé, ils avaient commandé même les vaccins avant leur fabrication. Ce qui fait que les premières doses qui sont sur le marché sont destinées à ces pays qui avaient déjà acheté ces vaccins-là et qui rendent maintenant difficile l'accès pour les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. À travers COVAX, l'OMS souhaite que 20% au moins des populations des pays membres soient vaccinées, un pourcentage très insuffisant qui pousse les pays à prioriser les personnes les plus vulnérables à la maladie. Si le Sénégal se contente uniquement du vaccin homologué, c'est 3,5 millions de personnes qui seront concernées pour 8 millions de doses. Ce que prévoit l'Organisation mondiale de la santé, c'est que au moins chaque pays puisse vacciner au moins 20% de sa population. Et 20% de la population sénégalaise tourne autour de 3,5 millions de personnes. Donc 3,5 millions de personnes, si on veut les vacciner avec 2 doses au moins, parce que tous les vaccins qui sont sur le marché requièrent 2 doses pour une protection complète. Donc si vous multipliez par 2, ça vous donne à peu près 7 millions de doses, mais avec d'autres paramètres qu'on met dedans ça, les stocks de sécurité, les taux de perte et tout, ça va nous ramener à presque 8 500 000 doses pour couvrir 20% de notre population. Le vaccin distribué par COVAX sera gratuit, mais si le Sénégal veut combler le gap à travers d'autres mécanismes, il va falloir qu'il passe à la caisse. La différence de prix entre les vaccins signifie-t-elle que les plus chers sont les plus efficaces et les plus abordables moins efficaces, comme le laissent penser certaines études? Faux, répond l'immunologue en chef au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Actuellement, on sait que le vaccin russe, par exemple le Sputnik V, il a une efficacité de presque 97%, comparé au vaccin chinois qui a une efficacité de 79%. Et le vaccin chinois coûte 7 fois plus cher que le vaccin russe. Donc, ce n'est pas seulement ce problème d'efficacité, mais il y a d'autres paramètres qui entrent
d'enjeux par rapport au prix des vaccins qui sont fixés quand même par les producteurs. Chaque producteur fixe son prix. La pandémie a remis au goût du jour Big Pharma. Aujourd'hui, les 5 plus grands groupes pharmaceutiques détiennent à eux seuls plus de 80% de l'industrie du vaccin. Des mastodontes qui comptent plus d'une cinquantaine de filiales à travers le monde. Le marché des vaccins devrait doubler pour avoisiner les 80 milliards de dollars en 2025, soit 43 000 milliards 200 millions de francs CFA, d'après une étude d'Alcimed. Alcimed est un cabinet de conseil et d'enquête dans l'agroalimentaire, la chimie et la santé. Une interrogation. Où va-t-on avec le coronavirus? Décidément, le virus farouche n'a pas encore dit son dernier mot. Si l'on se fie aux statistiques quotidiennes, le vaccin présenté comme la seule solution, dirigeants, décideurs, chercheurs et leaders d'opinion s'accordent là-dessus. Bonsoir, Mamadou Ndiaye. Bonsoir, Adama. Alors, la course au vaccin est lancée et vous recevez ce soir le professeur Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Adama. Alors, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, la Chine ou encore la Russie se disputent l'acquisition et les brevets et des droits commerciaux. Et vous allez justement parler des inégalités et les batailles d'opinion alimentées par cette course au vaccin. Professeur Daouda Ndiaye est très attitré pour parler justement de la question du jour, Oui. notamment les vaccins. Professeur, nous avons connu une série de vaccins à travers le monde et à travers les époques. Mais que représente un vaccin dans la vie des hommes contre les pandémies? Merci Mamadou, merci de l'invitation. J'en profite pour vous saluer les téléspectateurs de ITV. Également dire que les pandémies ont toujours eu à avoir en face d'elles des stratégies de lutte et de contrôle en vue d'une élimination et éventuellement d'une éradication. Donc les vaccins ont beaucoup aidé dans le contrôle de beaucoup de maladies, mais également, je l'ai même dit, dans l'élimination et l'éradication de beaucoup de ces maladies. Donc oui, ces vaccins constituent en tout cas un arsenal. Je ne parlerai pas de thérapeutique, mais pharmaceutique, qui combinait aux stratégies de contrôle, notamment les luttes communautaires, la prise en charge au niveau pour un diagnostic efficace, un traitement de pointe pour faire guérir les malades, dans le cadre de la protection des individus, en vue de ne pas développer la maladie, et éventuellement même de contribuer à éliminer les réservoirs de virus ou de microbes d'une manière générale. Les vaccins ont joué des rôles extrêmement importants dans le contrôle de beaucoup de maladies. Et si vous voyez aujourd'hui des maladies comme le paludisme et le sida, pourquoi les gens ont du mal à les cerner? Parce que certes, les stratégies sont pertinentes, mais il reste à maîtriser le microbe, qui fait qu'il y a des retards dans l'élimination de ces pathologies. Alors, est-ce que le vaccin a un projet curatif ou bien préventif? Le vaccin a un projet préventif. Ça fait partie des stratégies de prévention, je l'ai dit. En curatif, il y a deux approches. Il ne soigne pas. Le vaccin Il ne guérit pas non plus. Très souvent, le vaccin ne guérit pas. Son rôle, c'est de faire en sorte que l'individu, lorsqu'il va être infecté, il résiste et permettre également aux microbes d'être éliminés à travers le système immunitaire. Parce que le rôle du vaccin, en réalité, c'est de renforcer le système immunitaire et de créer une réponse immunitaire à des microbes entrant dans l'organisme. Donc, un vaccin, son rôle primordial, c'est de prévenir, en faisant en sorte que l'individu, lorsqu'il sera en contact avec un microbe, aura déjà été préparé par des anticorps appartenant à l'individu, par ce qu'on appelle des antigènes ou des vaccins inactivés ou atténués, qui ont un rôle de stimuler ce qu'on appelle les soldats, donc les anticorps, qui donnent l'impression d'être infestés, que le corps s'est infesté et réagit. Donc on prépare l'individu en préparant des anticorps contre un microbe tel, dans le cas d'un virus, contre un virus, et que lorsque l'individu sera infesté, il y aura d'abord une réponse qui est là, mais il y aura une deuxième réponse et une troisième réponse, pour qu'à chaque fois que l'individu est confronté à un microbe, ces réponses vont permettre de bloquer ce virus, ou ce microbe, j'allais dire, et de l'éliminer hors de l'individu. Alors, vous êtes un expert de haut vol. Le président de la République même, saluant peut-être un peu vos performances, avait dit « Vous êtes un digne fils de l'Afrique qui a un rang mondial au plan médical ». Mais aujourd'hui, quand on veut mesurer un peu les étapes franchies, mais même aussi peut-être la progression par rapport à la lutte contre la pandémie, quel est aujourd'hui l'état de la recherche par rapport à la trouvaille d'un vaccin qui pourrait sans doute endiguer le coronavirus? Oui, d'abord pour dire que le monde a toujours évolué ainsi en matière de contrôle des pandémies, en matière de science. Dès l'approche, en tout cas dès
la survenue d'une pathologie, en tout cas d'une maladie infectieuse, entre autres, les chercheurs se retrouvent pour discuter de la meilleure stratégie en vue d'arrêter la propagation, en vue également de protéger les individus pour ne pas en mourir, mais également de l'éradiquer. Donc pendant longtemps, les chercheurs se retrouvent pour anticiper, parce que je l'ai dit aujourd'hui, on n'est pas dans le cadre d'une maladie survenant probablement dans 5 ans, mais les chercheurs sont en train de travailler pour d'autres maladies qui vont survenir. Donc aujourd'hui, les chercheurs sont rencontrés et on travaille. Malheureusement, il faut dire qu'il y a malheureusement une disparité entre les pays riches et les pays pauvres. Parce que si dans les pays pauvres, tous les moyens sont réunis pour que les recherches se fassent convenablement, parce que ça demande beaucoup d'argent en matière d'infrastructure, en matière de recherche opérationnelle. Si vous voyez en Afrique, par exemple, malheureusement, les plateaux techniques font défaut. Malheureusement, les ressources financières allouées à la recherche sont tellement faibles qu'il y a toujours une disparité. En matière d'expertise, il n'y a pas de disparité. Nous avons été dans les grandes écoles, comme tout le monde. Mais malheureusement, en Afrique, cette disparité fait qu'on a l'impression parfois qu'en Afrique, la recherche est reléguée au second plan, ce qui n'est pas le cas. Parce que les chercheurs que nous sommes travaillent beaucoup pour anticiper sur beaucoup de choses et travailler en synergie avec les grandes puissances de ce monde. Oui, moi j'aimerais revenir en fait sur la durée de fabrication, de conception d'un vaccin. On sait que cela fait à peu près 1 an que nous sommes tous confrontés au coronavirus. Et actuellement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la course effrénée pour trouver un vaccin universel. De manière générale, comment est-ce qu'un vaccin est conçu, sur quelle durée en fait? Bon, c'est une question aujourd'hui qui ça dépend du contexte. Je vais y revenir. Je ne dirais pas difficile aujourd'hui, parce que je ne veux pas rejeter ce qui a été fait par rapport à la Covid-19, parce que le premier problème qui s'est posé, c'était par rapport à la rapidité. Mais encore une fois, je l'ai dit, ce n'est pas parce que pour une fois c'est rapide que ce n'est pas bon. Parce que la science évolue. Parce que dans le cadre de cette Covid-19, nous n'avons pas été au courant, en tout cas préparés pour ça. Parce qu'effectivement, dans le cadre du développement de vaccins, il y a plusieurs étapes. Et c'est pourquoi les jeunes chercheurs, en réalité, même certains chercheurs ont jugé que c'était rapide. Parce qu'il y a plusieurs phases, et que ça demande beaucoup plus de temps. Il y a une phase initiale qu'on appelle phase 1, qui est la phase de conception des candidats vaccins, voir quel antigène, quel gène cible du virus ou du microbe qu'il fallait chercher. Après cela, il faut faire des études in vitro dans la phase 1, c'est-à-dire que prendre ce potentiel candidat vaccin, il ne s'agit pas encore de vaccin, voir est-ce que si on le confronte, on le met en opposition avec une bactérie, un parasite, un champignon, un virus, est-ce que ce candidat va le neutraliser? Et maintenant, et cela, ça demande de comprendre le génome du virus, par exemple, ou du micro-organisme. Après cela, il faut passer à l'étape animale. Ça veut dire quoi? Il faut prendre le virus et expérimenter sur l'animal. Et ça demande du temps. Il faut voir est-ce que l'individu, en tout cas l'animal, va réagir, pendant combien de temps. Il faut voir également les effets secondaires. Ça va également prendre du temps, plusieurs mois avant qu'on voit la réponse immunitaire et également les effets secondaires, l'innocuité. Après, il faut aller à la phase qu'on appelle, là c'est la phase 2, il faut aller à la phase 3, qui est la phase d'expérimentation humaine. Donc sortir le potentiel vaccin, on l'appelle vaccin maintenant à ce niveau-là, potentiel vaccin, et de voir comment l'individu va réagir. Est-ce que l'individu va réagir de la même façon que l'animal? Ça veut dire en termes d'efficacité, mais également en termes d'innocuité. Et ça également, en général, ce sont des études multicentriques sur plusieurs sites, un grand échantillonnage avec des populations variées, avant qu'on aille à la phase de validation d'assurance qualité. Mais encore une fois, ça prend du temps. Oui. Mais encore une fois, on n'a pas été là où les gens ont fait la recherche par rapport à ça. Ils ont parlé d'ARN messager par rapport à ça, même si d'autres virus entre vaccins qui circulent ne parlent pas d'ARN messager. Mais je sais que la génétique a un rôle extrêmement important qui permet d'anticiper sur beaucoup de choses. Mais toujours est-il que donc, d'habitude, c'était très long. La science évolue. Pour une bonne illustration, autant il y a le séquençage que nous faisions, ça prenait au moins 4 semaines ou 3 semaines ou 2 semaines. Maintenant, en 48 heures, on peut faire un séquençage et donner un résultat. Mais toujours est-il que donc, en tant que scientifique, si des scientifiques ont jugé important d'avoir développé un vaccin, on ne va pas les contester jusqu'à ce qu'on ait les résultats des travaux qui sont issus de cela. Mais on a remarqué quand même, professeur Daouda, que la concurrence est féroce entre les laboratoires. Peut-on avoir le sentiment qu'ils ont à la place du cœur un portefeuille? En réalité, vous savez que le problème c'est quoi? Moi, je fais partie je fais partie de beaucoup d'institutions au plan international ou mondial où les décisions sont prises en matière de science et en matière de santé. Cette bataille a toujours eu lieu. En matière de diagnostic, en matière de traitement, en matière de prévention. Et quand on parle de prévention, il s'agit du vaccin et d'autres stratégies préventives. Donc, c'est maintenant, la Covid-19 est une maladie aujourd'hui un peu à part, parce que pour une fois, ça concerne le monde en un temps record, et les populations sont au devant. Et donc, il y a beaucoup de questionnements qui se posaient
chez les chercheurs dans des bureaux restreints, de façon confidentielle, et qui est aujourd'hui apporté au niveau de l'opinion publique. Ce qui fait que oui, on a l'impression ça, mais d'habitude, très souvent, il y a toujours cette bataille qui s'est toujours passée dans le cadre... Elle est consubstantielle donc à la vie de la recherche et sans doute aussi de l'industrie pharmaceutique. Exactement, j'allais dire, parce qu'en réalité, beaucoup d'industries pharmaceutiques ne vivent que de ça, en réalité. Et elles financent beaucoup d'argent pour construire des choses, parce qu'elles ont un objectif de faire de l'argent, mais sur la base d'un développement sociétal en matière d'économie, par exemple, en matière de travail, comme les entreprises normales qui cherchent de l'argent, mais sur la base de quelque chose qui est légal. Donc, c'est normal que quand quelqu'un investit, quand des industries investissent, il y a toujours d'abord une compétition. Il y a une compétition à travers le monde, dans tous les secteurs, et le secteur pharmaceutique n'est pas exclu. Donc, ce qui se passe dans le secteur pharmaceutique est juste normal, comme ça se fait dans tous les autres secteurs. C'est vrai que les enjeux financiers sont énormes par rapport à ça, parce que quand on parle de millions, de centaines de millions de vaccins de la COVID-19, s'il s'agissait d'autres maladies qui sont des maladies qui ne touchaient qu'un seul continent ou des régions, ou bien même de quelques pays, il n'y avait pas d'impact sur le plan. Il y avait des impacts, mais les enjeux n'étaient pas aussi énormes. Mais pour ce cas de la pandémie à la COVID-19, cette COVID pose problème à tout le monde. Et tous les pays sont confrontés à l'unanimité. Simultanément. Donc c'est normal que les enjeux deviennent énormes, parce que ça peut basculer d'un niveau à un autre pour une industrie. Alors les Africains, je sais que vous sillonnez aussi le continent africain, mais les Africains sont un peu inquiets parce qu'ils voient les pays qui veulent s'arracher les premiers rôles dans la trouvaille du vaccin et aussi la distribution du vaccin. Mais en Afrique, c'est un silence presque quasi mortel. On n'entend pas peut-être les grands leaders. Même vous êtes moins entendu, alors que vous êtes quand même une personnalité d'aura mondiale. Donc, comment se fait-il que l'Afrique, sa voix ne soit pas entendue, alors que le vaccin qu'il faut trouver, c'est un vaccin qui devrait avoir au moins quand même une certaine typologie mondiale, universelle, devrais-je dire. Une certaine convention internationale. Convention internationale. D'accord, et c'est comme ça que ça se passe. Parce que, bon, certes, c'est vrai que dans ce cas de figure, les choses vont très vite. Okay. Et ce qui fait que, bon, malheureusement, il faut le dire, d'abord, c'est pourquoi il y a eu cette polémique qui est survenue avec le vaccin, parce que ce soit le vaccin, le médicament, surtout ce qu'on appelle les produits pharmaceutiques administrés à l'homme, le chemin le plus facile pour les faire accepter, c'est que les individus, en tout cas les personnes, soient impliquées. Et vous voyez que tous les médicaments qui sont utilisés au Sénégal, en tout cas les vaccins, d'habitude, même s'ils ne sont pas tous testés, mais sont évalués au niveau de ces pays. Parce que la communauté est engagée du début à la fin. Donc, et à ce moment-là, c'est la communauté qui répond, qui dit que nous avons testé, nous avons reçu tel médicament, voilà les effets. Mais pour une fois, dans ce contexte, comme je l'ai dit, ça demande des plateaux techniques, une préparation et des moyens financiers. Chacun gère son pays et son continent. Ce qui fait que cette fois-ci, c'est vrai que l'Afrique est en retrait, nous concernant également. C'est une fois effectivement, ce qui est un peu, voilà, c'est la situation du monde, parce que nous ne sommes pas toujours écoutés par rapport à ça au plan mondial, parce qu'il y a eu des enjeux qui ne disent pas le nom. Mais je reste persuadé que toujours est-il que les chercheurs qui sont dans les autres pays ou qui sont dans les institutions internationales, je reste convaincu qu'ils travaillent pour l'humanité. Donc, ce sont nos collègues, nous leur voulons beaucoup de respect et de considération, et j'estime, et comme on l'a dit, nous avons tous eu à prêter un serment, et même dans le cadre des industries, dans le cadre des conventions ou des institutions, nous signons toujours des certificats de conflit d'intérêt, je ne sais pas comment l'appeler, des engagements de conflit d'intérêt, pour dire que ce n'est pas notre intérêt, mais c'est l'intérêt de la population qui est là. Et j'espère que, c'est pourquoi également, j'espère que nos États toujours vont impliquer, ne serait-ce qu'à ce stade-là, les chercheurs africains. Parce que si tout doit se passer normalement et qu'ils veulent que les choses aillent convenablement, je pense que les personnes les plus indiquées, ce sont les experts que nous sommes, pour eux-mêmes expliciter et voir ce qui se passe, avec un recul et voir les incohérences à tous les niveaux. Et s'il y a des compléments d'informations à demander, nous demanderons à nos collègues de nous les fournir pour justifier. Parce que, pourquoi je l'ai dit, un vaccin peut être efficace chez une race, ne l'est pas dans une autre race. Dans un pays, c'est pourquoi, encore une fois, ce qui a un peu manqué, et ça peut se comprendre, mais je demanderais que même arrivé dans les pays que ça se passe, il y a l'absence d'études multicentriques touchant beaucoup plus de pays africains, et c'est ça qui a été le blocage, et qui explique un peu pourquoi. Parce que quand on n'a pas participé dans un essai clinique, la rigueur scientifique voudrait que on écoute, on va. On ne s'est pas tué, on n'a pas préféré ne pas parler. On est en train d'observer. On voit beaucoup de vaccins circuler, on voit beaucoup d'hypothèses. Chacun défend et c'est bien. Maintenant, lorsque le Sénégal ou dans les pays africains,
nous conseillons beaucoup de pays. Les pays prendront des engagements par rapport à ça. Nous, à notre niveau, avec du recul, nous voyons ce qui a été fait. En plus des publications, nous demanderons des éléments supplémentaires, des informations supplémentaires pour avoir assez d'arguments pour dire que, comme on l'a dit, pour nous, ils ont travaillé pour l'humanité, mais il faut des éléments qui garantissent tout ça et qui nous permettraient demain, nous, de dire voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faudrait pas vous faire. Parlant d'engagement professoriel, le Sénégal qui a adhéré, on le sait tous, à l'initiative COVAX mise en place par l'OMS pour justement distribuer aux pays aux revenus faibles un vaccin fiable, sûr. Et actuellement, il y a les États-Unis et la Chine qui sont en lice en termes de vaccins. Est-ce que quelque part, et je rappelle aussi qu'il n'y a pas encore de vaccin homologué, est-ce que quelque part cette initiative COVAX de l'OMS n'aurait pas échoué? Je ne pense pas, je ne pense pas, parce que, bon, c'est vrai que, encore une fois, le monde a toujours fonctionné comme ça. Moi, je fais partie de ceux qui siègent dans ces commissions au plan mondial. Ça a toujours fonctionné comme ça. N'oublions pas que l'OMS n'est rien d'autre qu'un rassemblement d'experts des différents pays qui s'occupent de la santé et de la recherche. Et très souvent, effectivement, il y a un temps avant, parce que l'OMS n'est pas une industrie, n'est pas une institution scientifique. C'est ça, c'est une institution mondiale de régulation. Oui. Donc, très souvent, quand les gens font un travail, ils découvrent un vaccin ou un médicament ou un diagnostic, lorsque la publication est faite, dans des revues scientifiques de renommée. Oui. Donc, ils vont passer, par exemple, si vous allez aux États-Unis, il va falloir que ce produit passe ce qu'on appelle le FDA, Food and Drug Administration. Et là, il n'y a que des grands experts qui sont là-bas. Et ce sont ces mêmes experts qui sont au niveau de l'OMS. Donc, en réalité, pour moi, il n'y a pas d'échec. Certains ont voulu aller très vite, parce que très souvent, pour que l'OMS veille à l'homologation, il y a beaucoup d'étapes. C'est sûr qu'ils vont suivre, il y a beaucoup qui vont en cours d'homologation, j'en suis persuadé. Mais comme pour certains, pour eux, ils sont confrontés à un fort taux de mortalité, le temps presse. Oui. Probablement, ils ont préféré aller vite, mais l'initiative de COVAX, encore une fois, l'OMS, ce sont les États-Unis, l'OMS, c'est l'Afrique, l'OMS, c'est l'Asie, c'est l'Europe, etc. Donc, et ce ne sont pas des institutions-là qui sont fragilisées par des continents. Et on l'a vu récemment avec l'arrivée du président Joe Biden, qui a dit que lui, il vient renforcer l'OMS. Alors, nous sommes rattrapés par le temps. Non, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Professeur, il fut un temps où on disait que les médicaments sont au nord et les malades sont au sud. Alors, la conjoncture actuelle, qu'est-ce qu'on dirait? Je ne dirais pas l'inverse, mais c'est devenu que démocratique. Les malades sont partout maintenant, et on le voit. D'ailleurs, il y a moins de malades en Afrique du Nord. Mais comme on le sait, pour un médicament ou un vaccin, d'abord, il faut ceux qui peuvent acheter d'abord. Ce qui fait que ça se comprenne ça doit être compris, qu'en réalité, ceux qui ont les moyens vont développer d'abord, ou bien vont l'avoir. Ceux qui n'ont pas les moyens vont avoir autre chose. Mais ce qui est important pour nous, nous allons essayer de tout faire pour que les mêmes stratégies soient également vulgarisées et défendues en Afrique. Parce que pour nous, ce qu'on voudrait éviter, c'est que c'est la maladie qui soit éliminée dans d'autres pays et qui reste chez nous. Et là, ça risque de poser beaucoup de problèmes parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Ben voilà, on est au terme donc de notre entretien, professeur Daouda Ndiaye. Merci beaucoup pour votre présence et votre assiduité à nos invitations. Mais nous ne souhaitions terminer ce numéro sans penser à notre ami Jean Messe décédé ce matin. Et nous sommes émus parce que c'est un grand compagnon qui nous lâche un bout du chemin. Nous sommes très émus. Mais Jean, tu as fait la fierté de cette profession. Et c'est sûr qu'aussi, par là-haut, tu reposeras en paix. Nous pensons en ce moment aussi à Diary, ton épouse, ta charmante épouse. Un homme formidable est parti. Je l'ai connu il y a 6 mois. Un homme formidable et nous prions pour le repos de son âme et que Dieu a l'accueille à son paradis. Merci, Mamadou. Merci, professeur. Merci également à vous, Mamadou Ndiaye. Lorsqu'on parle d'industrie culturelle, oui, alors on pense à la musique, au cinéma ou encore à la littérature. Dans un pays comme les États-Unis, l'industrie culturelle est un des piliers du développement, mais malheureusement, on ne peut pas en dire autant chez nous. Alioune Diopé, journaliste culturel, il estime que le Sénégal n'a pas d'industrie culturelle parce qu'il n'y a pas les infrastructures qu'il faut. De plus, la formation des acteurs fait défaut. Le dossier culture réalisé par Boubacar Dieng avec la complicité de Moussa Fall. L'industrie culturelle est définie par l'UNESCO comme l'ensemble des activités qui touchent à la fois la création, la production et la commercialisation de contenus créatifs de nature culturelle ou immatérielle. Au Sénégal, la culture occupe une place de choix, mais toujours est-il qu'il serait difficile de parler d'industrie. Si on veut en faire un terme générique, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser pour parler d'industrie culturelle.
On peut en faire un label global aussi. Mais concrètement, fondamentalement parlant, on ne peut pas parler d'industrie culturelle au Sénégal. Il n'y a pas d'élément qui peut nous pousser à croire en cette industrie culturelle. Il n'y a pas de structuration professionnelle. Aujourd'hui, c'est difficile de parler de retombées du secteur culturel. Donc, économiquement, on n'a pas de données. Donc, avec tous ces aspects, c'est difficile de parler d'industrie culturelle. Un manque de données et de retombées qui est imputable à un autre manque, celui d'infrastructures culturelles. Aujourd'hui, dans le secteur de la musique, on ne vend plus. Dans le secteur du cinéma, il n'y a plus de salles de projection. Il y a à la limite des professions qui disparaissent. Dans le domaine de la littérature, on n'a pas assez de librairies pour pouvoir assurer à nos productions littéraires une bonne distribution. Il n'y en a pas. Dans le secteur des arts visuels, on a des galeries, mais on n'a pas suffisamment d'acheteurs. À cela s'ajoute la problématique de la formation. Ensuite, il faut former. La question de la formation pose problème aujourd'hui. Dans pratiquement beaucoup de corps de métier, dans les différentes disciplines artistiques, la formation est un sérieux problème. Les industries culturelles sont généralement protégées par le droit d'auteur et peuvent s'apparenter à un bien ou un service. D'ordinaire, les industries culturelles incluent l'imprimé et la musique, la production cinématographique, audiovisuelle et phonographique, ainsi que l'artisanat et le design. Boubacar Dieng, tout souriant sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Adam. Alors, je rappelle que dans votre dossier du jour, vous avez parlé de l'industrie culturelle absente au Sénégal. Quelle est la solution pour permettre justement à notre pays de disposer d'une industrie culturelle? Oui, merci beaucoup, Adama. Donc, la solution devrait être de corriger ces impairs qui ont eu lieu dans le secteur culturel du Sénégal, parce que, comment dirais-je, écoutez, M. Diop, donc Alioune Diop, qui est un doyen journaliste culturel. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas assez de salles pour le cinéma, non plus pour les salles de spectacle, il n'y en a pas assez. Donc, pour les librairies, donc pour les écrivains et autres, il n'y a pas assez de librairies au Sénégal. Et pour avoir une industrie culturelle, il faudrait d'abord corriger tout cela, que l'on puisse avoir des infrastructures culturelles au Sénégal qui sont là, implantées, pour que des artistes, musiciens, plasticiens soient là et quand ils produisent, pour que ce produit-là puisse être exporté. Qu'il y ait quelque chose de concret, une organisation bien faite autour de la culture au Sénégal. Il a aussi évoqué la problématique de la formation des acteurs. Oui, il n'y a pas assez de formation. Déjà, il n'y a pas assez de formation et aussi l'organisation des artistes. Tu vois, un artiste plasticien, c'est lui-même qui produit ses œuvres. Après avoir produit ses œuvres, c'est la même personne qui part sur le terrain pour essayer de trouver des dates pour ses expositions, alors que ça ne se passe pas ailleurs. C'est au Sénégal que ça se passe parce qu'il y a un manque d'organisation. Et si ce manque d'organisation-là est réglé, je pense que les industries culturelles dont nous rêvons au Sénégal pourront bien avoir lieu et seraient bénéfiques pour tout le monde. De la même manière, on pourrait aussi se demander qu'est-ce qu'une industrie culturelle pourrait apporter à notre pays? Une industrie culturelle peut beaucoup apporter à un pays, notamment le Sénégal. On prend l'exemple du Nigeria avec Nollywood. Vous savez que l'industrie cinématographique du Nigeria pèse près de 600 millions de dollars américains. Oui. Donc ça, c'est une somme colossale. Et l'industrie de la musique et de la mode nigériane est le premier produit d'exportation de ce pays-là. Et s'il y a un développement de l'industrie culturelle dans un pays, il y aura aussi un développement socio-professionnel, un développement social aussi pour les gens, parce que l'artiste ou bien le plasticien, le musicien pourra vivre de son art, et s'il vit de son art, ceux qui sont à côté aussi vont en bénéficier. C'est toute une chaîne. Merci beaucoup, Boubacar Dieng, pour toutes ces précisions. Je vous en prie, Adam. Et rendez-vous dans une semaine. Inch'Allah. On enchaîne avec le diplomate du jour. Et c'est Idriss Fall, le rédacteur en chef de Voice of America, la voix de l'Amérique, qui est notre diplomate ce soir. Bonsoir, monsieur Fall. Ce ne sera pas facile d'être président des États-Unis.
Alors, le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, a été investi dans ses fonctions mercredi dernier. Il est persuadé être la solution pour faire oublier Donald Trump. Et Biden a d'ailleurs, tout de suite après son investiture, matérialisé cette conviction par la signature de plusieurs décrets pour justement tourner la page Trump. Est-ce que, selon vous, ce sera une chose facile? Non, ce ne sera pas facile. Être président des États-Unis, ce n'est jamais une promenade de santé. Joe Biden, 46e président, aura beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche, notamment réunifier un pays divisé et même au moment de son investiture, je pense qu'il a fait de l'unité, en fait, ce qu'il doit faire pour son mandat de 4 ans. Il a aussi dit que sa priorité d'abord, c'est de lutter contre le coronavirus et il a déjà déployé tout un arsenal. Et enfin, redresser une économie qui est très mal en point à cause justement de la pandémie de Covid-19. On sait aussi que Donald Trump, avec son America First, a engagé les États-Unis dans une posture de repli de soi. Il s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat, sorti de l'accord sur le nucléaire iranien, retrait d'une partie des troupes américaines au Moyen-Orient et récemment sorti de l'OMS. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une reconsidération de ces décisions par le nouveau président Joe Biden? Il a une majorité très étroite au niveau du Sénat. Les démocrates ont conservé la majorité à la Chambre, ce qui fait qu'ils contrôlent la Maison-Blanche, ils contrôlent le Congrès, mais il faudra vraiment naviguer très très serré pour amener quelques républicains à soutenir certains de ces projets. Donc ce n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas gagné d'avance. Et pour des projets de loi qui vont nécessiter d'avoir 60 sénateurs, donc les républicains auront toujours les moyens de bloquer certaines de ces initiatives. Bon, mais c'est ça la politique. Mais Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, a déjà laissé entendre qu'elle est prête et bien ouverte à travailler avec les républicains pour trouver des solutions de compromis. Donc c'est une chance très mince, mais c'est une chance pour Joe Biden. Et pour terminer, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une continuité des actions de Donald Trump par Joe Biden, mais en y mettant un peu plus de forme? Rompre avec les politiques de Donald Trump? Joe Biden a commencé le soir même. Le soir même, il a commencé à signer des décrets pour annuler la construction du mur ou suspendre la construction du mur, prendre un décret pour lever l'interdiction des visas pour certains pays musulmans. Le soir même, il a réintégré l'Organisation mondiale de la santé. Le soir même, il a demandé à Kerry de trouver le moyen de retourner dans les accords de Paris sur le climat. En fait, il a été choisi pour en fait faire l'inverse de ce que Donald Trump a fait de ce pays. Donc voilà, je crois qu'il n'a aucun intérêt et son discours est bien différent que celui de Donald Trump. Et je pense que les Américains qui l'ont élu s'attendent à ce qu'il réunifie le pays. Et c'est un pays fracturé. Donald Trump, il est redevenu un citoyen ordinaire, comme tout le monde. Mais le Sénat doit ouvrir son procès le 9 février, ce qui est aussi un autre défi. Est-ce que l'Amérique a intérêt à sortir de cette division profonde pour la relancer et être encore plus divisée? Ça, personne ne sait. En tout cas, le procès de Donald Trump est fixé pour le 9 février devant le Sénat, après ce qui s'est passé ici le 6 janvier. Merci beaucoup Idriss Fall. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de VOA, Voice of America. Il était donc notre diplomate ce soir. Direction Kolda dans Ayora, plusieurs schémas et stratégies visant à endiguer le phénomène des enfants de la rue et la mendicité ont été jusque-là développés, mais sans véritablement réussir à cerner la question. Après le diagnostic de la situation, il est clairement indiqué que le mal n'a pas été combattu à la racine. Désormais, les efforts seront donc orientés sur le triangle du mal, le pays limitrophe, région de Kolda et banlieue de Dakar. Et voici donc la correspondance de Seydou Diatta.
Plusieurs sources concordantes après différentes études menées sur la problématique rapportent que la plupart des enfants répertoriés dans les rues de Dakar et des grandes villes de l'intérieur du pays proviendraient de la région de Kolda. Nous avons mené une étude avec la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes. Là, nous avons répertorié 30 000 enfants dans la région de Dakar qui mangent. La plupart de ces enfants qui sont à Dakar, après l'étude que nous avons menée, nous viennent de la Guinée-Bissau et ils passent par Kolda pour arriver à Dakar. Officiellement, ces enfants quittent leur famille pour acquérir le savoir et la maîtrise du Coran. Mais le plus souvent, ils finissent comme mendiants ou enfants de la rue après une fugue en général. Du coup, le danger reste leur compagnon quotidien, même si les maîtres coraniques continuent toujours de rejeter l'attribution des enfants de la rue au Dara. Les enfants qu'on amène en fraude, en quelque sorte, à Dakar, pour dire qu'ils vont aller étudier alors qu'ils passent tout leur temps à aller quémander ou demander, ou les maîtres du Coran même s'enrichir à travers cela. Les gens pensent que tous ces enfants-là, c'est des enfants talibés issus de Dara. Or, il y en a des enfants accompagnateurs, il y a des enfants aussi qui font comme ça, qui ramassent les ordures, qui ramassent les ferrailleurs. Ceux-là, ce ne sont pas des enfants talibés. Donc, il faut distinguer entre talibés et qui est là et un enfant qui est dans une maison, qui quitte, qui se manie et qui se donne à mendicité ou ramasse des ferrailleurs. On croit que ces enfants-là, c'est un talibé, or que ce n'est pas ça. Et quelquefois, nous avons des enfants même qui perdent leur vie dans ça, par accident ou par basconnade de vol de quelque chose, car quelquefois les maîtres les imposent d'amener tant de francs, s'ils n'ont pas eu, passeront par voler. Alors donc c'est... Quoi qu'il en soit, les pays limitrophes, la région de Kolda, la banlieue dakaroise, sont présentés comme le triangle du mal. À plusieurs reprises, l'État du Sénégal a tenté de retirer les enfants de la rue, mais sans succès. Le chemin est vraiment faussé. Parce que si on avait commencé au niveau régional, au niveau départemental, au niveau même communal, pour que les gens prennent l'initiative, comment rester et prendre les enfants en charge, je crois que si on avait fait ça, on avait déjà reçu les problèmes des enfants de la rue. Nous ne voulons plus que les enfants quittent la Guinée-Bissau, transitent par Kolda pour arriver à Dakar. Nous voulons avec vous chercher des solutions durables et les mettre en œuvre au niveau local. Ils sont nombreux les observateurs à souligner que le mal n'a jamais été combattu à la racine. Et Salikenye, localité située à la frontière avec la République de Guinée-Bissau, semble réunir toutes les conditions pour servir de base arrière. Le mal, pour le combattre, il faut le poursuivre jusqu'à la source. Puisque Salikenye, effectivement, même s'il n'y a pas de jeunes dans les rues, il n'y a pas de mendiants dans les rues, mais nous sommes pourvoyeurs. Une fois les enfants répertoriés, leur retour en famille assuré, les acteurs comptent arrêter le flux migratoire en construisant des daras modernes dans les localités pourvoyeuses. C'est un hommage que nous rendons ce soir à Cheikh Ngaye Doba, décédé dimanche dernier. Le cinéaste a énormément participé au rayonnement du cinéma africain. En 1982, il a réalisé le film Xew Xew, La Brosse en 1974, ou encore le documentaire Rewodendo Mayo en 1979. Et Adama Sarr nous parle aujourd'hui de l'ancien président de l'Association des cinéastes sénégalais et associés. Le plus grand cinéaste du monde et père du cinéma africain au sud du Sahara. Excellence, permettez-moi de rappeler ici, devant cet auguste auditoire, que celui que nous célébrons aujourd'hui a été de tous les combats pour l'affirmation, l'émancipation et la pérennisation du cinéma africain. Haute figure du cinéma africain, Cheikh Ngaye Doba a réalisé plusieurs films dont Xew Xew en 1982, un long métrage comédie musicale qui peint une société sénégalaise des années 80 à deux visages, d'un côté la classe occidentale et de l'autre des quartiers ouvriers de la périphérie. Cheikh Ngaye Doba a aussi réalisé La Brosse en 1974, portrait d'un jeune cireur de chaussures à Dakar. En 1979, Cheikh Ngaye Doba réalise un documentaire intitulé Rewodendo Mayo, qui signifie de l'autre côté du fleuve,
qui se veut un poème inquiet de l'Afrique face à la modernisation. Cheikh Gaïdoba a été de tous les combats pour le rayonnement du cinéma africain au sein de la Fédération panafricaine des cinéastes. Président de l'Association des cinéastes sénégalais et associé depuis 2007, Cheikh Gaïdoba était également membre du Conseil économique, social et environnemental où il occupait les fonctions de président de la Commission de l'artisanat, de la culture, du tourisme et du sport. Il est diplômé de l'Institut national de l'audiovisuel de France, ce qui lui a permis d'intégrer en 1972 en tant que réalisateur-producteur l'Office de radio-télévision du Sénégal, ORTS, l'ancêtre de la RTS. Cheikh Gaïdoba est né le 10 juin 1949. On termine ce dimanche une semaine marquée par l'élection présidentielle aux États-Unis. Notre rubrique dédiée à la flore nous emmène à la découverte de la rose, attribut de la culture américaine. Je vous propose de suivre cet élément de Kessendour. Aux États-Unis, la rose est un symbole, peut-être même plus qu'ailleurs dans le monde. Elle fait partie des emblèmes du pays, au même titre que The Star Spangled Banner, Rosie la riveteuse, ou même encore que l'oncle Sam. Cette plante épineuse et sa fleur ont été érigées au titre d'attribut au milieu des années 80 par le président de l'époque, Ronald Reagan. Mais il faut bien l'admettre, elle n'était pas la première plante suggérée. En 1965 et 1967, le sénateur américain originaire de l'Illinois, Everett Dirksen, avait proposé une résolution allant plutôt en faveur de la rose d'Inde ou Tagetes erecta. Seulement, il y a un hic, c'est que cette fleur, aussi jolie soit-elle, dispose d'une odeur plutôt désagréable. Peu flatteur donc pour un emblème, vous en conviendrez. L'idée a donc été rapidement écartée et quelques années plus tard, le démocrate Ronald Reagan arrive avec une autre idée, celle de la rose rosa, plus classique certes, mais au bien meilleur parfum. Aussi, le 20 novembre 1986, il signe la résolution 5574 et institue cette fleur comme emblème floral national. Parmi les raisons invoquées, on trouve bien entendu la symbolique associée à l'espèce. Ses couleurs variant du blanc au pourpre foncé en passant par le jaune, ses senteurs agréables ainsi que l'imbrication si caractéristique de ses pétales lui ont valu de représenter la vie, l'amour, mais aussi la dévotion et l'éternité. Aussi loin que l'on puisse s'en souvenir, la rose que nous connaissons est donc perçue de manière améliorative dans l'art, la musique et la littérature, et ce, à peu près partout à travers le monde. De plus, déjà à l'époque, elle possédait la spécificité d'être cultivée dans chacun des 50 États américains depuis des lustres, puisque l'on a même retrouvé des fossiles de rosiers datant de plusieurs millions d'années. Et pour cause, la plantation des pousses s'effectue en période froide et dans des sols relativement travaillés, puisqu'ils doivent avoir été défoncés et reposés au préalable. L'arrosage tout au long de la pousse, lui aussi, nécessite beaucoup d'attention et un climat plutôt clément, de même que la taille qui doit être régulière si vous voulez que vos rosiers survivent plus d'une année. Autrement dit, un entretien de chaque instant est plutôt favorable aux conditions de pousse aux États-Unis. Et puis, il n'y a pas que l'aspect géographique qui a joué dans le rôle du choix de notre ami Ronald Reagan. L'histoire a également joué sa partition, car il faut savoir que le premier président américain, George Washington, cultivait lui-même et hybridait déjà des rosiers en son temps. Tant et si bien que depuis son passage à la présidence, la Maison-Blanche possède une magnifique roseraie, régulièrement visitée d'ailleurs par les officiels en visite du monde entier. Et ce n'est pas tout. En plus de symboliser les fameux États-Unis d'Amérique et leur liberté qui en font rêver plus d'un, certains États fédérés ont eux aussi choisi la rose comme emblème. C'est le cas de la Géorgie, de l'Iowa, de New York, du Dakota du Nord ou encore de l'Oklahoma. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Bonsoir Kessendour. Bonsoir Adama. Et bienvenue. On le sait tous, cette fleur que nous connaissons, la rose, mais on ne savait pas que c'était un symbole américain. Et là, on a envie d'en connaître un peu plus sur ses caractéristiques.
Oui, effectivement, un symbole donc depuis 1986 et la décision prise par Ronald Reagan. Mais au-delà des attributs déjà évoqués dans le reportage, il faut savoir que dans d'autres pays, dans d'autres coutumes et également dans d'autres petites histoires, même au sein des États-Unis, la rose est également symbole de souffrance. De souffrance, pourquoi ? De par ses épines qui sont considérées comme douloureuses. Et du coup, ces épines, cette douleur, tout cela est associé un petit peu à un symbole de pureté qui, lui, est relié à un aspect plus religieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode du Jardin d'Éden. En tout cas, ça symbolise la pureté à la fois féminine, la virginité d'une femme, mais également celle d'une terre avant que l'homme n'y arrive et ne vienne la fouler de son pas ou la souiller, comme diront d'autres. Et par opposition, je dirais, l'épine, la rose sans épine, elle, est symbole de coup de foudre, de l'absence de résistance que l'on peut opposer à un sentiment si fort. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les symboliques qui existent autour de la rose. Il faut savoir que ces symboliques-là existent depuis l'Antiquité, qu'elles ont été utilisées comme symbole par certains pays de par leur histoire et donc cet aspect symbolique que l'on retrouve en littérature, en peinture et à travers tous les arts de manière plus générale, mais que effectivement, je dirais, sa réputation la précède. On parle beaucoup de la rose, de ses épines, mais on ne parle que très peu de ses fruits. Oui, parce qu'en fait, ces fruits, à proprement parler, ne sont pas extrêmement utiles. Pour la petite information, on les appelle des cynorrhodons et ils sont situés à l'intérieur de la fleur. On ne les voit pas. On ne s'en sert pas spécialement. Ce que l'on utilise, c'est avant tout les pétales et les boutons floraux. On les utilise frais ou alors congelés à l'état naturel et surtout on s'en sert pour en extraire une huile essentielle. Une huile essentielle qui, elle, par contre, est extrêmement vertueuse. On le sait notamment parce qu'elle a des vertus cicatrisantes, anti-inflammatoires, toniques, qu'elle sert à traiter notamment les diarrhées, les affections du système respiratoire, l'asthme qui est très répandu de par chez nous. Il faut savoir que l'huile essentielle de rose, l'eau de rose, aide à calmer les crises ou en tout cas à les prévenir. Ça calme également les troubles cardiovasculaires, les hémorroïdes et plus généralement les petites infections que sont les aftes, les gingivites, les plaies et voilà. Et pour les femmes également les infections vaginales. C'est également très très bon pour la peau. On l'utilise, on le voit de plus en plus sur nos marchés, l'eau de rose pour se nettoyer le visage, pour se démaquiller. Et ben c'est tout simplement parce que ça a un effet apaisant et que ça permet entre autres de lutter contre l'eczéma par exemple. Merci beaucoup Kessendour pour toutes ces explications. Je vous en prie, à la semaine prochaine. Oui, rendez-vous dans une semaine. On enchaîne rapidement avec bonne semaine. Demain, une nouvelle semaine va démarrer, mais heureusement, Nancy Diouf est là pour nous donner quelques conseils pour préparer justement cette nouvelle semaine. Bonsoir Nancy. Bonsoir à vous Anouchka et bonsoir aussi à vous, chers téléspectateurs. Une nouvelle semaine. Alors, demain, oui, c'est lundi. Quels conseils nous donnez-vous aujourd'hui pour nous permettre d'attaquer cette semaine en pleine forme? On passe de la meilleure des manières possibles. Ce dimanche, nous avons comme invité Ndeye Khar Diop, qui est une jeune fille de 22 ans, déléguée médicale, mais qui est aussi entrepreneuse. Alors, comment fait-elle pour gérer tout ce travail dans la semaine? Je vous propose de regarder. Alors, c'est vrai que j'ai une semaine très chargée. Mais je fais de mon maximum pour m'organiser. Donc, du lundi au samedi, je vais au travail, je fais le tour des pharmacies en animation. Et pour les dimanches, je me consacre à mon business. Donc, je prépare des désodorisants pour voiture du Made in Sénégal. Je fais les mélanges moi-même. Donc, j'ai juste été curieuse. Je n'ai pas appris la chimie. J'ai juste été curieuse. J'ai essayé de faire des mélanges. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans les désodorisants? Donc, je n'ai jamais vu des désodorisants du Made in Sénégal. Donc, je me suis lancée pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Au début, c'était un peu difficile, mais là, ça va. Je m'adapte avec le temps. L'organisation, on ne le dira jamais assez, est la clé pour passer une bonne semaine. C'est d'ailleurs ce que nous recommande notre invité du jour. Alors, juste un petit mot, c'est d'être organisé. Personne n'a le temps actuellement. L'essentiel, c'est d'être organisé. L'essentiel, c'est de savoir comment gérer son business.
Parce que si vous avez remarqué, toutes les personnes qui partent au bureau, la majeure partie ont leur propre business à côté. Donc, ils sont organisés, ils savent comment s'y prendre. Donc, je me dis qu'ils peuvent se lancer. Merci beaucoup Nancy Diouf pour tous ces conseils sur lesquels d'ailleurs on se dit au revoir. C'était un plaisir d'avoir été avec vous. La Totale Dimanche, c'est dans une semaine, mais on se retrouve demain dans le 19h45 sur ITV. Excellente soirée à tous.